Alors cette séquence a décidément été bien conçue, Marie-Flore, et Marie-Flore et toute l'équipe, puisque nous avons convoqué la théorie, et c'était quand même l'objectif de ce programme, mais également en interaction avec des acteurs institutionnels, donc le tout à travers des études de cas. Durant cette ultime séquence, nous allons mettre la focale sur des cas particuliers de projets, puisqu'ils concernent des projets d'aménagement ferroviaire et ou de gare. Et première illustration avec Rolof Verhage. Ai-je bien prononcé? Vous corrigerez à peu près. Vous êtes donc maître de conférences en urbanisme et aménagement de l'espace à Lyon, et vous travailliez avec un collègue. Mais je vous trouve très dissipé. Et votre collègue de Lille, donc là une alliance intéressante, et vous allez durant 25 minutes, diaporama à l'appui, nous expliquer en quoi les projets d'aménagement des gares peuvent servir la stratégie métropolitaine en général et ou de ces villes en particulier, Lyon et Lille. C'est Philippe Mennereau, voilà, que je n'avais pas dénommé, pardon. Effectivement, avec Rolof, on a animé de façon transversale un peu la thématique sur les gares pôles d'échange et leurs quartiers qui a été proposée par le POPSUS, qui nous a amené à proposer finalement une communication en commun. Sur cette thématique, et peut-être un mot, parce que c'est d'une certaine manière la seule finalement des 5 thématiques du POPSU qui est fondée sur un objet déjà spatialement situé, un projet tangible de Gilles et de Natacha tout à l'heure, tel qu'il l'avait exprimé, ce qui suggère un rôle particulier dans les dynamiques métropolitaines, en termes de localisation, en termes de mobilisation d'acteurs, en termes de dispositifs mis en œuvre, en termes de type de projet également. Autre élément un peu particulier peut-être de ce thème, c'est que depuis le début des années 90, c'est un thème qui est un thème récurrent des programmes de recherche du plan urbain, du PUCA, aujourd'hui avec différents partenaires, des opérateurs de réseau, le ministère de la Culture à un moment, des collectivités territoriales de plus en plus. Parmi ces programmes, il y a eu d'abord celui sur la gare du Nord, puis après il y a eu les lieux mouvements dans la ville, il y a eu gare et quartier de gare donc des années 90, et puis gare et dynamique urbaine dans le cadre du POPSU Europe, et puis POPSU 2, donc voilà. On peut se demander si finalement il y avait encore quelque chose à dire sur ces questions de gare, de quartier de gare, après autant de recherches qui ont été menées sur cette thématique. Alors pour 4 collectivités et équipes de recherche, bah oui, il y a encore quelque chose à dire. Et autour de 2 types de préoccupations, les unes qui sont liées aux grandes gares TGV, avec des questions qui sont des questions classiques, mais qui sont renouvelées et qui sont avec un intérêt lié à la mise en perspective justement des différents terrains, pour regarder un peu la singularité ou les régularités qu'on peut retrouver entre ces projets, et puis également, pour certains d'entre eux, l'empreinte du temps, justement, par rapport à leur évolution. Donc, d'une part, et puis deuxième type de préoccupations qui sont cette fois associées aux gares, pôles d'échange secondaires des aires métropolitaines, et avec des questions plus récentes sur l'opportunité, sur les outils on va dire d'un urbanisme orienté vers le rail, pour saisir un petit peu peut-être la forme des métropoles à travers leur connexité et leur continuité. Donc on avait travaillé avec Rolof justement en mettant en place un certain nombre de séminaires, un par ville partenaire, avec des thématiques chaque fois différentes, donc avec des visites de terrain. Sur l'île, c'était plutôt les questions foncières qui étaient au cœur de la réflexion. À Bordeaux, c'était la question des démarches et des dispositifs. À Lyon, c'était le passage des objectifs à l'action. Et puis à Rennes, c'était autour du grand projet qui est le projet Euro-Rennes. Voilà, donc ce que je vais faire d'abord, c'est essayer de faire apparaître finalement un certain nombre de résultats, de questions et de résultats sur l'idée qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui entre donc ces différentes collectivités qui ont participé. Alors, comment ça marche ça? Voilà. Hop. Où il est? J'espère qu'il n'a pas fondu sous l'effet de la lumière.
De la chaleur plutôt. Jean-Baptiste, help. Ouais, je vais y arriver. Hein. Et oui, voilà. Dans l'autre sens. Merci. Voilà, là, ça marche mieux. Voilà. Donc, premier élément, effectivement, les gares, etc., c'est un incontournable de la panoplie, on pourrait dire, des stratégies métropolitaines aujourd'hui, avec finalement cinq éléments qui sont complémentaires et qui sont un peu les moteurs de cette dynamique. D'abord, l'extension du système TGV, alors à travers des lignes nouvelles, hein, la ligne Bretagne-Pays de Loire ou la ligne Sud-Europe-Atlantique, hein, donc avec les gares qui vont avec, mais aussi, c'est pas uniquement les lignes, c'est pas seulement les infrastructures, c'est aussi les services. Services comme les TER-GV, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, donc l'utilisation de matériel TGV sur ligne nouvelle pour des liaisons intra-régionales qui arrive dans la gare de l'Île-Europe vient finalement homogénéiser d'une certaine manière les services des deux gares lilloises. Des nouveaux opérateurs, pas encore très présents, on va dire, associés à la libéralisation de l'échelle européenne, mais en tout cas une mise en œuvre en tout cas, des acteurs à travers la restructuration de la SNCF et la mise en place de gares et connexions, hein, donc, pour répondre à ces défis. Alors c'est aussi, c'est pas que les TGV, l'histoire des gares, c'est aussi l'offre et la fréquentation du TER, hein, des transports express régionaux, avec une forte croissance ces dernières années et une perspective qui est une perspective de développement très fort également. Hein, souvent, on parle de doublement attendu d'ici 2020 dans un certain nombre de collectivités, je crois que c'est le cas à Rennes, à Lille, etc. Du côté de l'intermodalité également, c'est la concentration des systèmes de transport, des flux, notamment de transport collectif urbain, mais aussi l'accueil de nouveaux dispositifs associés donc à des modes actifs, on dit, donc aux deux roues, etc. Et donc là, tous ces éléments posent des questions autour des problématiques qui sont des problématiques capacitaires de ces dispositifs. Et puis, il y a d'autres facteurs, comme les ambitions de développement de commerce et de services dans les gares, notamment à travers l'action de la filiale de la SNCF de A2C, et puis de ces projets urbains dans une perspective métropolitaine. Alors, je parlerai parfois de projets urbains stratégiques, justement, pour concilier les éléments qui étaient évoqués tout à l'heure. Et là, on est sur une problématique d'interface entre mobilité et urbanité. Et puis, donc ce qui amène effectivement nouvelles règles de gestion des gares, nouveaux aménagements dans les gares, de nouveaux usagers aussi. Et puis face à ces moteurs, en quelque sorte, trois postures des villes face à leur gare centrale. Lille, par rapport au projet, est une réinterprétation d'une certaine manière, alors une actualisation du projet qui était le projet des années 80-90 à Lille. Rennes, c'est la rupture, avec une certaine amnésie par rapport au projet qui date à peu près des mêmes années. Et puis Bordeaux, on pourrait dire c'est une nouveauté avec une première phase qui a consisté à aménager un pôle d'échange multimodal du côté du secteur de Saint-Jean et aujourd'hui une extension de l'autre côté des voies en lien avec l'opération Euratlantique. Donc du coup une singularité que l'on peut souligner, première singularité, par rapport aux orientations d'aménagement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Lille ? Je dirais qu'une des problématiques centrales, c'est justement fusionner un petit peu ces deux gares, l'Île-Europe et l'Île-Flandre, distantes d'environ 500 mètres. Au départ, il y avait des types de circulation qui étaient bien différents. L'Île-Europe, c'était les circulations internationales. Aujourd'hui, à l'Île-Europe, on trouve du TER-GV, donc du régional, du national, de l'international. Donc on homogénéise d'une certaine manière les circulations. Même chose à l'Île-Flandre, il y a des destinations régionales, nationales et internationales. Donc la problématique, elle va être effectivement de travailler sur la fusion de ces deux gares sur interface. À Bordeaux, il s'agit notamment d'imbriquer un nouveau bâtiment voyageurs et un parking en ouvrage et de prolonger, il y a une série de parkings là, qui sont programmés en lien avec le réaménagement d'un quartier populaire voisin qui est le quartier Belsier dans le cadre de Euratlantique, de l'opération de l'OIN Euratlantique. Et puis à Rennes, il s'agit, là cette fois par rapport à la gare, de recouvrir d'une certaine manière la gare. Alors au départ l'enjamber, puis peut-être plutôt la contourner et pas seulement la traverser, en tout cas pour joindre les deux rives de la ZAC Euro-Rennes. Voilà, donc trois problématiques différentes d'aménagement par rapport à cette gare.
Alors, un des éléments qui me paraît un des éléments clés, et d'ailleurs, il y a une question ce matin qui évoquait ce problème, c'est la question du foncier. La question du foncier, si on prend Rennes et Lille, on est dans deux configurations qui sont complètement différentes. À Lille, il n'y a plus de place. Le foncier ferroviaire, donc il est totalement utilisé. Et la ville, en quelque sorte, avec ses bâtiments, ses activités, donc l'a enveloppé totalement. Donc là, il n'y a plus d'espace de développement. À Rennes, si on regarde la ZAC, ce qui frappe, hein, c'est l'importance des emprises qui sont celles de la SNCF et de RFF, donc en gris sur l'image de droite. Donc, au-delà de la stratégie foncière importante de la ville de Rennes et qui est bien connue, donc on voit que dans cet espace de la ZAC, eh bien, il y a avant tout des terrains qui sont des terrains ferroviaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut peut-être dire que par rapport à la mise en place justement du projet urbain de ZAC, il risque d'y avoir effectivement une extension dans le temps, hein, par rapport à la réalisation du dispositif. Il y a un défi qui est face à, je dirais, la dilatation un petit peu des espaces du transport associés donc à l'évolution de cette intermodalité, le défi du renforcement de l'unité de lieu. Hein, aujourd'hui, la question des cheminements, hein, c'est une question qui est une question très importante. Alors là, je vais l'illustrer avec le cas de Lille, mais on pourra l'illustrer avec d'autres éléments. Et en particulier, se pose la question de matérialiser la continuité entre les deux gares lilloises. Et donc le projet d'Euralille paraît un projet assez intéressant de ce point de vue-là, puisqu'il envisage une diversité des parcours. Et cette diversité des parcours, c'est un peu sortir de l'idée du non-lieu qui était celle proposée ou défendue par Marc Auger, un peu face au lieu-mouvement. Donc je schématise, vous voyez, nos deux gares, Lille Europe, Lille Flandre, un centre commercial à droite, un parc sur la partie gauche, et rien du tout. Voilà. Et donc un concept, hein, qui est popularisé, on va dire, par Euralille, qui est le concept de Raflandre, qui renvoie bien à cette fusion, hein, des gares qui est ambitionnée. Et alors, 3 types de parcours qui sont mis en avant ou projetés. On pourrait dire, on a un premier parcours qui fait appel d'une certaine manière à une espèce de politique de l'espace. Il s'agit de faire signe en créant une ambiance un peu surprenante pour le voyageur. Et ces lignes courbes là qui sont évasées et puis resserrées par moments, et que la petite fille va suivre en vélo. Donc voilà. Donc à travers une sorte de design urbain simple et pas très cher, pas très coûteux, on arrive à stimuler un petit peu l'imagination. Deuxième élément, c'est étendre la domination du réseau, c'est faire signe à travers la familiarité de l'univers ferroviaire, vous voyez, qui devient une sorte de guide entre les deux gares, avec ce panneau d'affichage, avec cette horloge qui sont à l'intérieur du centre commercial. Et là, on ne s'adresse plus aux voyageurs, mais on s'adresse à l'usager client qui va profiter de son temps pour acheter. Là, c'est le don-lieu, pour le coup. Et troisième possibilité, donc par rapport au projet d'Euralille, c'est celle qui s'adresse aux flâneurs, pas franchement solitaires peut-être, mais donc avec une promenade arborée, vous voyez, faire signe à travers un cheminement végétalisé. Donc là, je pense qu'il y a un élément intéressant, un élément un peu distinctif peut-être par rapport à d'autres cas, qui est la diversité des parcours, donc entre les lieux qui s'adressent à des figures du voyageur, du consommateur ou du promeneur. Autre élément qui nous semblait intéressant à faire ressortir par rapport à beaucoup de choses, hein, donc ça a été un peu compliqué de faire des tris par rapport à nos travaux, c'est un peu la banalisation du couple TGV et quartier d'affaires à l'intérieur du projet métropolitain. Ça fait suite un petit peu à ce que disait Christine tout à l'heure, mais sous un autre angle. Si on regarde le projet, le modèle initial, c'est quand même une ville avec, alors je dirais, un projet urbain stratégique, parce qu'on a un projet urbain qui s'inscrit effectivement dans une dimension qui est une dimension stratégique. Et un projet qui est emblématique, qui associe donc la gare, le pôle d'échange multimodal et son quartier d'affaires. Alors c'est l'archétype, c'est Lille Europe et Euralille. Et puis le modèle actuel, c'est autre chose. C'est une nouvelle ambition, c'est donc faire un lieu de vie 24 heures sur 24, et donc pas seulement être sur le registre du passage, mais aussi celui de la destination. Pour l'ensemble des villes un petit peu qu'on connaît, on l'a vu tout à l'heure, on emploie un projet stratégique, mais toutes ces villes ont une pluralité de projets urbains donc, qui s'inscrivent dans une stratégie à l'espace métropolitain, que ce soit dans une continuité spatiale autour de Atlantique ou des extensions
d'Euralille, ou en discontinuité à travers le site de l'Union, le site de l'île Sud, qu'a présenté tout à l'heure Christine, ou pour Rennes, peut-être via Silva, ou d'autres projets. Et puis il y a donc un élargissement global des objectifs communs. Vous voyez, projet métropolitain qui concilie la mobilité et la proximité, une ville intense et mixte, et donc une ville où la nature est plus présente. Donc on a l'impression qu'on est sur un descriptif d'un quartier de gare. Alors il a l'odeur du quartier de gare, il a le goût du quartier de gare, mais ce n'est pas un quartier de gare. C'est un projet rennais qui est le projet Via Silva, et vous voyez, qui répond finalement à travers ses objectifs à ce que l'on attend du quartier de gare. Autre élément important par rapport à cette idée un petit peu de banalisation, je dirais, du couple gare-TGV, quartier d'affaires, c'est le rôle renforcé de certains acteurs, par exemple Euralille. Alors Euralille, c'est intéressant parce qu'on a une SEM donc qui porte le nom de son territoire d'intervention. Or, la SEM Euralille, donc elle va d'une part changer de statut en devenant SPL et être, je dirais, plus proche des élus et avoir aussi une facilité d'action plus forte, une efficacité plus forte, mais en même temps, elle est impliquée dans l'aménagement de plusieurs projets urbains stratégiques, comme une mission d'assistance à une autre SEM, la Sorélie, pour une autre opération dans la métropole, ou une co-traitance avec la SEM Ville Renouvelée sur le site de l'Union qu'on a vu tout à l'heure. Donc une diffusion de savoir-faire et une diffusion possible de ces idées à l'intérieur de la ville. Le quartier d'affaires international, en question, je dirais initialement, j'ai repris ce propos de Coulas, Euralille n'est pas fait pour les Lillois, mais pour les Anglais, les Japonais et les managers du monde entier. Alors pour déstresser un petit peu le propos, j'ai été, enfin voilà un petit peu l'image initiale, j'ai repris un élément. Oui, je vais terminer sur celle-ci. Vous avez un collègue qui doit s'exprimer. Ouais. Donc sur Bruxelles Midi, donc il n'y a pas plus européen que Bruxelles, et l'opération d'aménagement de Bruxelles Midi, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur des bureaux? Essentiellement du public, 46%, et du ferroviaire, 31%. Et pour ce qui concerne le privé, ce sont essentiellement des entreprises qui n'utilisent pas la connexion internationale, sauf il n'y en a qu'une, c'est Arcelor, c'est l'agence de développement territorial de Bruxelles qui a fait ce travail qui est tout à fait éloquent. C'est la même chose pour Lille, qui est ce qui occupe le secteur, des organismes et des entreprises publiques, des succursales de grands groupes et l'extension d'entreprises régionales. Les absents, ce sont les investisseurs étrangers, alors que la logique spatiale initiale, elle était conçue effectivement autour du triptyque qui s'adressait à des grands circulants internationaux, donc qui prennent le train et qui arrivent à la gare de Lille-Europe, qui vont travailler dans les bureaux qui sont branchés directement dans les tours qui sont branchés directement sur la gare et qui vont consommer à Euralille. Donc qu'est-ce que l'on voit à travers ça? C'est bien le caractère inadapté d'une réflexion sur l'international qui serait simplement centrée sur cette échelle du quartier de gare. Donc ça, je vais vous le laisser. C'était la réévaluation du PMB. C'est pas central. Et puis je vais laisser la parole à Roloff, donc pour effectivement des enjeux associés aux gares secondaires par rapport à la dimension métropolitaine. Donc première chose qu'on a observé, je parle bien dans le micro, une évolution du modèle grande gare quand on pense à la place de la gare dans les stratégies métropolitaines. Deuxième chose qu'on observe quand on regarde de façon un peu transversale ce qui se passe dans les 4 villes de notre analyse, c'est que on est un peu partout d'accord sur le fait qu'il faut restructurer la ville autour des gares secondaires. Et on donne une place, là j'ai pris des images dans le SCOT lyonnais ou dans le travail qui précède le SCOT lillois, on trouve partout des images où on identifie les gares sur les cartes et on met des pastilles autour en disant c'est ici que ça va se passer dans les années à venir. Il y a un consensus là-dessus. De restructuration de la ville autour des accès au transport en commun lourd, comme on dit. Et il se trouve que le réseau TER est assez adapté à ça. Une petite image qui permet de montrer ça. On a sur les réseaux ferroviaires connu une phase d'essor dans les années deuxième moitié du 19e siècle, début du 20e, mais on a surtout connu une grande période de déclin et dans les années 50, 60, 70, 80, personne pensait à la gare pour développer la ville. En tout cas pas trop, les gares qui étaient à proximité des grandes villes, ils étaient concurrencés par les voitures. Du coup,
le tissu urbain, ou tissu métropolitain, on pourra en reparler après, s'est développé en nappe et a englouti, d'ailleurs je suis au deuxième, a englouti finalement ces gares périphériques dans les petites communes autour des collectivités, ce qui fait que maintenant on est dans une situation où à la fois avec le renchérissement de l'énergie et les notions de développement durable, on se dit que ce sera bien de s'orienter vers le train pour nos déplacements, et en plus dans le territoire métropolitain, les gares, enfin pas les gares, les TER, les trains sont en termes de temps de trajet devenus concurrentiels avec la voiture parce que les routes sont saturées, les gares se trouvent dans le tissu urbain. Donc c'est logique qu'on en arrive en quelque sorte à ce constat, il faudra restructurer la ville autour des gares. Et c'est un élément important des stratégies métropolitaines. Sauf que ce consensus au niveau stratégique, il est encore très difficile à réaliser. Et quand on creuse et quand on regarde ce qui se passe au niveau des communes, on voit que les gares, ils ont en ce moment pas du tout ce rôle de centralité. C'est plutôt des lieux qu'on associe à des phénomènes négatifs, des nuisances sonores, des coupures dans le tissu urbain, qui sont souvent entourées de zones d'activité plus ou moins dévalorisées, qui en plus représentent une enclave gestionnaire du point de vue des communes, où le foncier est maîtrisé par RFF, par SNCF, où la région a des choses à dire sur la gare, et du coup les communes disent bon, on verra ça plus tard, les projets ne sont pas là en ce moment. Et pas seulement des communes, on a aussi questionné on a travaillé avec des promoteurs. Et finalement, ces gares périphériques dans l'espace métropolitain, ce n'est pas les lieux où ils vont de préférence investir et où les gens cherchent à se loger. Lié à cette image des gares et les quelques photos illustrent à quoi ressemblent finalement nos points de centralité des métropoles futures en ce moment. Autre façon d'illustrer ça, deux autres images. Actuellement, les gares, en raison du fait qu'ils représentaient plutôt des nuisances, se situent très souvent à l'extérieur des polarités existantes. En gauche, encore une fois, le Scott lyonnais qui identifie des polarités, des polarités urbaines, les espèces de patates biformes qu'on voit sur la carte. Et on voit qu'à chaque fois, les gares, mon fil ne va pas être assez long, des petites, vous ne voyez pas, la carte n'est peut-être pas suffisamment lisible, mais quand on regarde bien la carte, on voit que les gares sont à chaque fois pratiquement systématiquement situées sur le bord ou entre deux polarités, ou complètement à la limite. C'est pas là où ça se passe en ce moment. La deuxième image l'illustre aussi, c'est le projet de l'Union à Lille dont on a déjà parlé, qui est donc au milieu, un des grands projets stratégiques à Lille en ce moment, avec à mi-distance, en gros, entre le gare de Tourcoing au nord, le rond rouge au nord, et le gare de Roubaix au sud, et donc pas du tout pensé par rapport aux accès au transport en commun. Donc dans les faits, on n'y est pas encore. Ce qui pose la question du passage à l'action. Comment on peut y aller, et ça les métropoles en sont bien conscientes. Et non, je saute une étape. Le passage à l'action. Le passage à l'action, il est entamé dans la plupart des métropoles, avec notamment une refonte du réseau de TER, et une redynamisation de tout ce qui est desserte ferroviaire de l'espace métropolitain. Ici, une des premières cartes du projet du réseau exprès de l'agglomération lyonnaise, REAL, où on a en effet investi largement entre la région, la SNCF, la RFF, le Grand Lyon se sont mis d'accord avec quelques autres partenaires pour investir largement dans l'amélioration du transport ferroviaire. Nouveau matériel, augmentation des fréquences, des choses qu'on voit aussi autour d'autres villes, peut-être un peu moins poussées qu'autour de Lyon, qui dans un premier temps, qui ont eu pour effet qu'il y a beaucoup plus de trains qui roulent en ce moment. Donc, les gares sont devenues une alternative peut-être plus intéressante, mais qui se heurte un peu à son propre succès. En ce moment, les trains sont pleins, et sur ce réseau radial, on ne peut plus faire grande chose. On a beau avoir un objectif de doubler les gens qui prennent le TER, mais ils ne pourront plus les loger dans les trains. Et puis en plus, quand ça arrive tous au milieu de
cette étoile à la Part-Dieu, où en plus on veut mettre 1 million de mètres carrés de plancher de bureaux. Ça coince un peu en ce moment. Donc on a entamé la chose, mais il faut repenser, et c'est ça qu'on est en train de faire hein, dans les villes et dans les projets métropolitains. Il faut repenser ça d'une façon plus maillée, et le métropole polynucléaire, hein, si on veut restructurer la ville autour des gares secondaires. Cette réflexion-là, il est amené. Ça, c'est une carte un peu plus récente aussi de Lyon, produite par l'agence d'urbanisme, où on va déjà mieux des tangentiels, l'identification des polarités qui ne sont pas directement reliées à la gare et des réflexions sur comment on peut les brancher sur le circuit, sur le réseau. Donc, premier élément de passage à l'action, améliorer les réseaux. Il est entamé, il est un peu à repenser. Et deuxième élément du passage à l'action, et après, visiblement, il va falloir faire du projet urbain autour des gares. Il va falloir créer de l'intensité urbaine autour des gares. Et là, en ce moment, on a encore un peu de mal parce que les communes, ils sont dans des projets de densification des centres-bourgs, suite à la loi SRU, leur PLU, le temps de réaliser les projets. On a des beaux projets urbains en cours, alors que les gares, ce n'est pas tout de suite le souci des maires. Hein. Quand on questionne maintenant les élus dans les communes, ils disent oui, on est bien d'accord, il faut que ça se passe là à un moment, mais ce n'est pas tout de suite. Et ce n'est pas tout de suite non plus, parce qu'on a des projets ailleurs, mais aussi parce que finalement, on ne sait pas trop comment faire. Et ça aussi, ça a été identifié par les villes. Là, on a les villes, les métropoles, je devrais dire. Le débat est toujours ouvert. Les métropoles se rendent compte que si on dit qu'il faut redévelopper, restructurer la ville autour des gares, il faut bien qu'on sache quoi mettre autour de ces gares. On a le modèle des grands gares, les projets grands gares, mais qui finalement ne sont pas transposables à ces gares périphériques parce que le développement résidentiel et tertiaire, ça ne correspond pas forcément au tissu urbain dans lequel il se situe. Donc il va falloir inventer des nouveaux modèles de développement, des nouveaux types de développement. Là, deux images, il y a deux villes qui sont en plein, peut-être d'autres aussi, mais dans les quatre qu'on a regardés, la ville de Bordeaux a lancé un projet qui s'appelle 50 000 logements, dans lequel le Cube a fait un appel d'offres, a identifié 15 gares et a dit, bon, si on devrait mettre 50 000 logements autour de ces gares, comment on pourrait le faire? Et a fait travailler des architectes urbanistes sur des formes urbaines qui permettent d'accommoder ces logements. À Lyon, une démarche un peu pareille qui s'appelle Urbagare, ou l'appel à idées Urbagare, où dans le cadre du pôle métropolitain, Lyon, Saint-Étienne, Vienne et Bourgoin-Jallieu. Une minute. Ok. Je rappelle que vous avez un train à prendre. Hein, oui, c'est vrai, c'est rappelé. Oui. Je vois que vous prenez votre microphone, je me méfie. Qui ont dit, bon, on va faire travailler des équipes d'architectes, d'urbanistes, aussi de promoteurs, aménageurs et de transportologues, d'organismes du transport, sur quel type de développement on peut faire autour des gares. Et on va les faire travailler en coopération avec les collectivités, avec les gestionnaires du trafic, SNCF, RFF, pour essayer d'imaginer un modèle de développement urbain adaptable autour des gares. Donc, un besoin de connaissances que les collectivités eux-mêmes aussi sont en train de combler en ce moment. Alors, que retenir de tous ces éléments? 4 points. On est par rapport à la place des gares dans les projets métropolitains. On est dans une période de transition où, dans un premier temps, autour des grandes gares, les projets étaient visés essentiellement la compétitivité, le rayonnement extérieur, et on glisse vers une attention accrue pour la qualité de vie et le fonctionnement interne de la métropole. Donc, aux enjeux intervilles des gares s'ajoute un enjeu intramétropolitain, mais il y a pour le moment un décalage entre ce qu'on veut atteindre, notamment autour des gares secondaires, autour des gares centrales, on a déjà un peu plus de billes, et les gares de fait, qui ne ressemblent pas encore à ce qu'on souhaiterait atteindre, ou les quartiers gares de fait. Et puis, le passage à l'action pose pour le moment problème parce qu'on ne sait pas trop sur quel modèle se baser. Voilà, merci.